Alors il y a des personnes, elles sont clairement pas dans le même univers que nous. Bill Joy, de son nom complet William Nelson Joy, est né le 8 novembre 1954 aux États-Unis. Alors, dès le départ, c'est un enfant assez précoce. Il sait lire à l'âge de 3 ans, il joue aux échecs à 4 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, il voulait devenir radioamateur dès son enfance. Mais ses parents ont refusé, de peur que ça n'exacerbe complètement son comportement antisocial de l'époque. Alors il commence ses études avec succès, il passe son bac à 16 ans et il excelle en mathématiques. Il commence des études à Ann Arbor, à l'université du Michigan, où il travaille sur une des premières machines faisant du calcul parallèle. Devant les propositions de continuer ses études à Caltech et à Stanford, particulièrement réputées, il choisit d'aller à Berkeley, car il pense qu'il aura plus de choses à réaliser là-bas où les équipements informatiques pourraient être largement améliorés. Et à Berkeley se trouve une machine sur laquelle on a installé un Unix, mais celui-ci marche mal. C'est la première machine qui contient 2 disques durs sur le même contrôleur, ce qui génère des bugs. Du coup, Ken Thompson, le créateur original d'Unix, travaille souvent sur cette machine pour chasser et corriger les bugs de cet ordinateur un peu différent de ceux qu'il a l'habitude de côtoyer. Bill Joy, alors étudiant, travaille avec Chuck Halley sur un interpréteur pour le Pascal, conçu par Ken Thompson, mais étant particulièrement buggé. On est en 1976, et l'éditeur utilisé sur la machine est ED, qui a initialement été conçu comme l'éditeur à utiliser quand on est avec un télétype et pas un terminal. Ce qui le rend peu pratique au quotidien quand on ne s'appelle pas Ken Thompson ou Dennis Ritchie. Et un certain George Coulouris de l'University College de Londres s'est basé sur ED pour écrire un éditeur pour Mortel, qu'il nomme donc EM, éditeur pour Mortel. Il dit que seuls les immortels sont à l'aise avec ED. À propos de Bill Joy, il faut se rendre compte que c'est pas un étudiant comme les autres. C'est une personne qui a l'esprit très vif. Là-dessus, il y a d'ailleurs une anecdote absolument incroyable. Pendant un examen oral, à l'université, je suppose, il invente devant ses examinateurs un algorithme de tri, comme ça, sans filet. Alors, pour ceux qui ont fait des études en informatique, ça va être parlant, mais pour les autres, les algorithmes de tri, c'est quelque chose de particulièrement complexe à comprendre, et il en existe aujourd'hui une tripotée. Un des examinateurs dira plus tard avoir vécu une véritable expérience, à la fois de surprise, de frustration et d'étonnement face à Bill Joy. Et cet été-là, toujours en 1976, une grosse évolution est ajoutée à Unix. C'est la prise en compte de la différence entre majuscules et minuscules. Avant cette période, on ne travaillait qu'en majuscules sur les terminaux. Il travaille pour créer une version de EM qui gère les majuscules et les minuscules pour donner naissance à EN. Petit à petit, cet éditeur évolue dans un éditeur appelé EX. Par contre, l'histoire ne dit pas si on a eu un EO, un EP, un EQ jusqu'à EX, ou si on est passé directement. Le travail sur Pascal génère de la demande de la part des utilisateurs Unix, car le système commence à être assez efficace. Par conséquent, Bill Joy crée une manière de distribuer le logiciel. Il nomme cette distribution la distribution logicielle de Berkeley ou BSD. Dans un des répertoires du projet Pascal se trouve d'ailleurs le code source du projet EX. Les terminaux commencent à être un peu répandus à cette époque, et bien que EX possède un mode de fonctionnement visuel, il ne permet de ne bouger le curseur que sur la ligne courante. Bill Joy réussit à travailler de chez lui avec un terminal et un modem. Mais la vitesse du modem est très lente. Il se connecte à 300 baux sur la machine Unix, soit 300 bits par seconde à peu près. Il souhaite néanmoins créer un screen editor, un éditeur à l'écran, sur l'écran, et pour ça il va reprendre le code de EX, et après des nuits blanches entières et plusieurs mois de travail acharné, sort la première version de VI. Je sais que la légende raconte qu'il a développé VI en moins d'un mois, mais mes recherches montrent que c'est pas vraiment le cas. C'est un travail très difficile, surtout en raison du besoin de fluidité du curseur sur une connexion à 300 bits par seconde. Mais le résultat est là, et son éditeur est suffisamment réactif pour être agréable à utiliser. Et à l'été 1976, Ken Thompson a fini son contrat avec Berkeley. Bill Joy et Chuck Halley commencent à explorer le code source du noyau Unix pour pouvoir y apporter des améliorations en cas de besoin, en succession de Thompson. On arrive à mi-1978 et BSD a bien besoin d'une mise à jour. Le projet Pascal a beaucoup évolué et VI a été créé. Pour faire fonctionner VI, Bill Joy a dû développer un petit index détaillant les caractères de contrôle des terminaux qu'on rencontrait à l'époque, petit index qu'il nomme TermCap. Il crée alors ToBSD,
2BSD, la seconde version de ces logiciels, dans laquelle on trouvera le Pascal, mais également EX, VI, les termes cap, etc. Il va gérer lui-même les envois des bandes magnétiques pour la distribution, les demandes particulières, bref, tout le boulot de secrétariat que ça peut engendrer. Cet ensemble de logiciels va évoluer jusqu'à la version 2.11 BSD et se trouvera installé sur des centaines de PDP-11 dans le monde entier. On pourra noter qu'à cette époque, BSD n'était qu'une petite compilation de logiciels pratiques et intéressants, mais pas un système d'exploitation à part entière. Les choses vont changer en 1978 avec l'arrivée d'une machine 32 bits, qui va rapidement rendre obsolètes les PDP-10 et PDP-11 seulement 16 bits. Il s'agit du VAX 11/780. Malheureusement pour les utilisateurs, cette machine fonctionnait sur VMS alors qu'ils avaient l'habitude d'un système de type Unix et voulaient continuer d'utiliser un système de type Unix. Au Bell Labs, John Reiser et Tom London ont fait un port d'Unix sur cette machine qu'ils ont appelé 32/V. La version est donc installée sur la machine, mais c'est un Unix assez limité qui ne permet pas de gérer la mémoire virtuelle et la pagination. Ce qui fait que les programmes ne peuvent utiliser que la mémoire physique installée dans le VAX 11/780, soit 1 mégaoctet. Mais évidemment, quand il manque quelque chose à un programme, il y a toujours quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est un étudiant du nom de Ozalp Babaoglou qui commence à écrire des mécanismes de pagination. Il ira faire appel à Bill Joy pour mieux comprendre les mécanismes internes au noyau. Bill Joy découvre ce système 32 bits et comprend très vite qu'il va rendre les PDP obsolètes. Il va alors adapter les logiciels du projet BSD pour qu'ils fonctionnent sur 32/V et travaille avec Babaoglou à développer les mécanismes de pagination pour ce noyau. Ce qui donne naissance à 3BSD, 3BSD, qui va contenir un port de 2BSD sur la machine VAX, mais également des utilitaires 32V et le noyau supportant la mémoire virtuelle. Un point à noter est que 32V est la dernière version d'Unix qui sera développée directement au Bell Labs. La version suivante, System 3, System 3, sera développée directement par AT&T dans l'objectif d'un produit à commercialiser et donc plus orienté sur la stabilité que sur la recherche et le développement de nouvelles idées et de nouveaux algorithmes. À la même période, un organisme militaire américain qui investit dans de la recherche souhaite utiliser le même système d'exploitation sur une grande variété de machines, très différentes entre elles. Ça fait suite à un renouvellement du matériel, et le DARPA souhaite continuer à travailler avec des constructeurs différents, autant pour des raisons stratégiques que de résilience. À Berkeley, le professeur Fabry réussit à avoir un financement de 18 mois pour développer le système Unix afin de répondre aux exigences et aux besoins du DARPA. Et dans cette optique, il crée alors le CSRG, le Computer System Research Group, pour travailler sur le projet. On pourrait traduire le CSRG par groupe de recherche en système informatique. Et bien que Bill Joy ait commencé à travailler sur sa thèse, notamment en définissant les travaux qu'il aura à réaliser, il met cette dernière de côté pour prendre la direction du développement d'Unix au CSRG. Et le projet va donner naissance en octobre 1990 à 4BSD, 4BSD, qui est la première version d'un système complet et non plus quelques outils à installer sur un Unix de chez Bell Labs. Bien que le système corresponde aux attentes de la DARPA, un certain nombre d'utilisateurs identifient des soucis de performance dans cette version. Évidemment, Bill Joy les adresse rapidement dans 4.BSD, qui aurait d'ailleurs dû s'appeler 5BSD, 5BSD, mais AT&T a mis son veto, de peur qu'on ne le confonde avec leur version System 5, System 5. Et donc, les versions de BSD vont rester sur les numéros en 4, la 4.1, puis la 4.2, etc., etc. L'équipe dirigée par Bill Joy choisit d'aller plus loin que les spécifications proposées par la DARPA, notamment en ce qui concerne des mécanismes de communication. Et Rob Gurwitz présente une version préliminaire de TCP/IP qui sera intégrée dans BSD par Bill Joy. Et un certain nombre d'outils temporaires sont développés dans une version interne pour permettre l'accès à distance des machines en attendant de développer des protocoles adéquats. On va retrouver dans ces outils RSH, RLogin, RCP et RWHO. Mais devant l'impatience des utilisateurs à attendre la version 4.2, la version interne fuite et quelques utilisateurs commencent à l'utiliser et à prendre en main ces fameux outils réseau. Cette version sera nommée la 4.1a BSD, même si elle est non officielle. Et au printemps 1982, Scott McNealy recrute Bill Joy pour une start-up qui veut faire une version d'Unix pour une petite station de travail bon marché, une machine appelée la Stanford University Network Workstation. On s'en doute, les racines de la start-up étaient à l'université de Stanford, également en Californie. La société prendra ensuite rapidement le nom de Sun Microsystems et Bill Joy partage son temps entre Berkeley et Sun Microsystems. Il prendra la direction technique de Sun Microsystems et donnera naissance, par exemple, à un mécanisme de partage de fichiers par le réseau qu'il appelle le Network File System ou NFS,
un des systèmes de fichiers réseau les plus connus aujourd'hui. Mais il ne s'arrêtera pas là, car on le retrouve également dans la conception du processeur UltraSPARC de chez Sun. Il met en place également la stratégie initiale de développement d'un nouveau langage, dont il coécrira les spécifications et qui verra le jour sous le nom de Java. On avance jusqu'en avril 2000, où Bill Joy écrit un article dans le magazine Wired intitulé « Why the Future Doesn't Need Us », pourquoi est-ce que le futur n'a pas besoin de nous, dans lequel il s'inquiète des conséquences sur l'humanité des avancées technologiques. Il va cofonder un fonds d'investissement en 1999, High Bar Ventures, avant de quitter Sun Microsystems le 9 septembre 2003. Il devient partenaire dans le fonds d'investissement Kleiner Perkins en 2005 et commence à faire des investissements dans le domaine de l'écologie. Il va investir dans de nombreuses entreprises et il travaille maintenant à la réalisation de batteries meilleur marché qu'aujourd'hui, par exemple pour la création d'avions électriques. Allez, je vais finir encore par une anecdote sur ce cher Bill. En 2014, un développeur a repéré un fichier PassWD intéressant en explorant le code source de 3BSD, fichier qui inclut les condensats, les hashes, des mots de passe d'utilisateurs connus du système. Alors il y a Dennis Ritchie, le co-inventeur d'Unix et du langage C, Stephen Bourne, le créateur du Bourne Shell, qui a donné naissance au shell d'aujourd'hui, du KSH à ZSH en passant par le bash, Ken Thompson, à l'origine du premier Unix et sur lequel le pilote de UberGeek a été écrit, ou encore Eric Schmidt qui, des années plus tard, dirigera une société high-tech connue sous le nom de Google, et plein d'autres utilisateurs, dont Bill Joy. Alors, en utilisant des logiciels pour casser les mots de passe, un petit jeu a débuté. Retrouver les mots de passe de ces utilisateurs célèbres. Et fin 2019, le mot de passe de Ken Thompson a été trouvé, et correspond d'ailleurs à un mouvement aux échecs. Il ne reste qu'un seul condensat pour lequel aucun mot de passe n'a encore été trouvé. Je ne vous laisse pas deviner de quel utilisateur il s'agit. Alors, si vous souhaitez trouver quel mot de passe génère le condensat suivant, je l'affiche à l'écran, vous aurez trouvé le mot de passe de Bill Joy de l'époque. Je crois que par l'héritage informatique qu'il nous a laissé, Bill Joy a vraiment sa place parmi les UberGeeks. Alors voilà, c'était le deuxième épisode de UberGeeks, une série de portraits historiques. Si vous avez aimé ce portrait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, d'autres épisodes suivront. En attendant, moi je vous dis ciao les geeks.